La dernière fois, on avait commencé la manipulation de nos composants graphiques. On avait vu comment définir l'ancrage sur les composants graphiques. Aussi, nous avons un peu parlé de l'enchaînement des écrans parce que dans notre application, on peut avoir plusieurs fenêtres. Comment enchaîner ces différentes fenêtres-là, on avait vu. Aujourd'hui, on doit commencer maintenant avec le W langage proprement dit. On va commencer avec la programmation comme prévu dans notre programme. Donc, nous allons commencer d'abord par les variables et les types de données. Ensuite, on viendra sur les opérateurs, les fonctions, les procédures, etc. Bien. Jusque-là, on a notre petit projet warm-up, notre projet de réchauffement, à travers lequel nous avons découvert certains concepts, comme la création des champs graphiques, l'attribution des noms logiques, l'ancrage, aussi l'enchaînement des fenêtres, comment naviguer dans différentes fenêtres à travers votre application. Nous avons vu trois fonctions pour ça la dernière fois, la fonction ouvre, la fonction ouvre-fil et la fonction utilise. Et nous avons vu ce que chacune de ces fonctions sert à faire. On a vu aussi comment est-ce qu'on peut ajouter un autre écouteur d'événements sur notre composant graphique. Parce que par défaut, tous les événements ne sont pas disponibles. Mais si nous avons besoin d'un événement particulier, on peut l'ajouter à notre composant graphique et effectuer des traitements à ce niveau. Donc, avec le W langage, la programmation procédurale que nous allons utiliser, généralement, ça sera basé sur l'événementiel, la programmation événementielle. Parce que là, les actions que nous allons écrire vont s'exécuter d'après un événement, comme au clic, l'événement le plus utilisé, au survol, au clic droit, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer sur le W langage. On avait vu l'autre jour que chaque composant graphique que vous avez possède un éditeur de code à lui, c'est-à-dire une zone où vous pouvez écrire du code pour ces champs graphiques spécifiques. Si c'est les zones de saisie, vous avez plusieurs événements disponibles par défaut, comme quoi à l'initialisation qui est disponible pour tous les composants graphiques et même pour le projet lui-même, le projet d'une façon globale, où lui aussi il a des événements. À l'entrée, lorsqu'on entre dans le champ de saisie, à la sortie, lorsque nous sortons dans le champ de saisie, à chaque modification, lorsque la valeur du champ de saisie a été modifiée au survol et lorsque la souris survole le champ de saisie. Voici quelques événements que vous pouvez utiliser sur les champs de saisie. Si vous voulez maintenant ajouter, comme on a vu la dernière fois, autre événement, vous pouvez ajouter ici, par exemple, la sortie du survol. On a vu tout de suite là au survol qui est là. Mais si aussi vous voulez, vous pouvez ajouter la sortie du survol, bouton droit relâché, bouton droit double-clic sur, ainsi de suite. Il y a ces différents événements que vous pouvez ajouter d'après vos besoins. Et si c'est le projet lui aussi il est là. Et même la fenêtre aussi, il a des événements. Si vous faites clic droit sur la fenêtre et vous venez dans le code, lui aussi il a son éditeur de code. Il y a ici la procédure. Ça c'est la procédure de création de la fenêtre. Par défaut, le nom de la procédure c'est ma fenêtre. Il y a ici un événement, fin d'initialisation. Comme vous avez vu tout à l'heure avec l'autre composant graphique aussi, il y avait l'initialisation. Fin d'initialisation de la fenêtre, c'est lorsque le composant graphique qui est à la fenêtre est déjà créé, sa création est terminée, elle s'est affichée devant l'utilisateur. Quelle action vous voulez exécuter en ce moment? Donc, à la fin d'initialisation, vous pouvez mettre des actions à exécuter ici. Demande de mise à jour de l'affichage. Lorsque vous voulez exécuter un traitement qui va impacter les composants graphiques sur la fenêtre, vous pouvez exécuter ça ici. À la fermeture d'une fenêtre, lorsque vous cliquez sur le bouton fermer, quelle action va s'exécuter avant que la fenêtre ne se ferme? Fermeture de la fenêtre fille, fin warm-up, fermeture de la fenêtre elle-même, ainsi de suite. Donc, si la fenêtre fin warm-up qui est là a une fenêtre fille, à la fermeture de cette fenêtre fille-là, quelle est l'action qui va être exécutée? Et cet autre événement aussi, ça c'est la fenêtre, et ça c'est à la fermeture de la fenêtre elle-même. Vous avez le P ici, le logo du projet. Quand vous survolez dessus, vous montre warm-up. Lorsque vous faites clic droit, code de l'élément,
Vous avez aussi à l'initialisation du projet. Là, vous pouvez exécuter aussi des traitements à l'initialisation du projet avant que le projet ne se lance. Quelle exécution peut se faire? À la fermeture du projet, fermeture des sessions, ainsi de suite. Donc, ce sont des événements que vous pouvez utiliser sur le projet aussi. Maintenant, pour notre test d'aujourd'hui, je vais venir sur ma fenêtre de test. Nous allons commencer à faire un peu la programmation. Vous savez tous déjà maintenant comment créer une fenêtre. Et si tel n'est pas le cas, pour créer la fenêtre, c'est très simple. Vous avez ici le bouton Nouveau. Vous pouvez cliquer dessus. Il vous demande quel objet voulez-vous créer. Il y a les fenêtres, il y a les états qu'on va voir plus tard, ainsi que les requêtes. Si c'est des données, une base de données. Si c'est un nouveau projet que vous voulez créer, ou bien un code que vous voulez écrire, etc., etc. Nous, si nous voulons créer une fenêtre, on clique ici, fenêtre, et vous avez le mode standard qui est là, la fenêtre classique. Vous pouvez cliquer sur fenêtre et vous validez OK. Ensuite, vous donnez le nom de la fenêtre. Par exemple, je n'ai pas besoin. Soit, vous pouvez venir ici dans la catégorie des fenêtres. Tout près ici, vous faites clic droit et vous faites nouvelle fenêtre. C'est aussi une méthode plus rapide pour moi de créer une fenêtre. Et vous validez OK. Vous lui donnez aussi un nom, W Langaz. Vous allez voir ici, c'est deux noms. C'est le titre de la fenêtre qui est W Langaz et le nom de l'élément. Le nom de l'élément, on a dit ça, c'est le nom logique qui sera utilisé dans la programmation. Et ce même nom aussi sera utilisé comme nom logique pour le fichier de manipulation de cette fenêtre. Là, vous pouvez valider. Donc, on va travailler sur cette fenêtre-là au lieu de travailler sur la fenêtre test. Cette fenêtre, je vais la maintenir, c'est pas grave. On va venir ici, W Langaz. W Langaz, je vais faire clic droit, aller dans le code. Je viens ici à la fin d'initialisation de ma fenêtre. On va s'amuser là-bas un peu. Nous avons dit qu'on va travailler sur les variables. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller consulter la documentation officielle de WinDev, les variables. Voilà. Les variables, vous pouvez voir, je nous met en notification, en suggestion, je vais dire, une vidéo officielle de WinDev, de PCsoft. Ils ont une chaîne YouTube où ils publient des vidéos. Vous pouvez consulter la chaîne YouTube aussi. Donc, nous avons la documentation officielle, doc.windev.com. Ça, vous pouvez voir, c'est en anglais. Vous avez l'autre là aussi, doc.pcsoft.fr. Je peux venir là. C'est la documentation officielle de WinDev qui se trouve là. Vous pouvez avoir plus de renseignements ici sur toutes les notions que nous allons aborder. Et utiliser la documentation est très importante parce qu'elle est très bien expliquée. Tout est vraiment génial ici parce que vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez lors de votre développement, lorsque vous développez un projet. N'hésitez pas du tout à venir consulter la documentation. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin se trouve dans cette documentation. C'est une documentation qui est vraiment complète. Mais ne vous inquiétez pas aussi pour dire que vous n'avez pas Internet parce qu'ils ont aussi une documentation hors ligne. Lorsque vous êtes dans l'environnement de développement WinDev, dès que vous appuyez sur la touche F1, il va vous charger la documentation hors ligne. Là, c'est la documentation hors ligne. Donc là, vous avez la documentation officielle qui est là. Vous avez aussi des tutoriels qui vous permettent d'apprendre plus le W langage. Il commence par la présentation, ainsi de suite. Il vous parle de beaucoup de choses. Les bases du W langage, présentation, voilà, du W langage en question, ainsi de suite. Les variables sont là. Vous pouvez voir, découvrir le W langage, ainsi de suite. Ça aussi, c'est une partie de sa documentation qui va vous apprendre à manipuler cet environnement, son langage de programmation très facilement. Donc, vous avez la documentation offline, vous avez aussi la documentation en ligne. Ce que vous ne trouverez pas en offline, vous allez sûrement le trouver online. Ça, c'est sûr. Donc, on revient là, on a demandé les variables. Ils nous définissent une variable. Comment? Une variable se définit par son nom et par son type. Vous avez tous fait l'algorithmique, vous avez vu comment faire la déclaration d'une variable, c'est quelque chose de très simple. Là, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Et on vous dit que la variable se définit par un nom et son type. Maintenant, vous avez ici la syntaxe de déclaration, comment déclarer une variable. Vous mettez le nom de la variable,
vous mettez est, soit un ou une, et puis vous mettez le type. Ça, c'est pour la déclaration simple d'une variable. Il y a aussi déclaration et initialisation d'une variable. Vous mettez le nom de la variable, est un ou est une. Vous mettez son type et puis vous mettez la valeur de la variable. Il y a aussi la déclaration multiple. Vous pouvez déclarer plusieurs variables à la fois. Vous mettez le nom de la première variable séparé d'une virgule, le nom de la seconde variable, sont des, peut-être, le type que vous voulez, des entiers, des réels, des numériques, ainsi de suite. Pour implémenter ça dans notre W langage, vous avez aussi des exemples qui sont là, dont nous allons écrire nous-mêmes. À la fin d'initialisation de ma fenêtre, je vais déclarer ici une variable. Les différents types de variables. On peut rechercher ça aussi. Si nous voulons, on peut rechercher ça ici. Je vais mettre WinDev, les types de variables. Différents types de données. Voilà, il nous propose ici une explication détaillée sur ces variables. Sûrement l'argot que vous avez utilisé du langage naturel du français pour l'écrire. L'algo, il n'y a pas une langue spécifique. Vous pouvez écrire votre algo comme vous voulez. Maintenant, l'implémentation dépendra du langage de programmation que vous utilisez. Je vais vous zoomer ça un peu pour que vous puissiez mieux voir. Ici, vous avez utilisé les types booléens en algo. Le W langage aussi, même chose. Vous avez le même type. Vous avez utilisé les types entiers. Vous savez déjà ce que ça représente. Peut-être vous n'avez pas vu le type monétaire. Mais vous avez aussi utilisé les types, bon, pas peut-être numérique, mais vous avez utilisé le type réel. Vous avez aussi vu les chaînes. Vous avez vu les caractères, etc., etc. Donc, voici ces différents types de variables que vous pouvez manipuler sous WinDev. Il y a aussi les variants. Les variants peuvent stopper aussi n'importe quel type de données. Le contenu peut varier d'une valeur à une autre, c'est-à-dire d'un type à un autre type. Vous avez aussi d'autres types génériques qui sont des types date, heure, ou bien date et heure, soit les types durée, bon, pas des types génériques, mais des types spécifiques à une certaine valeur. Si vous voulez manipuler les dates, il est conseillé d'utiliser les dates. Si vous voulez manipuler les heures, le mieux c'est d'utiliser le type heure. Si vous voulez manipuler des valeurs date-heure, le mieux c'est d'utiliser le type date-heure. Le buffer aussi, c'est un autre type. Lorsque vous voulez utiliser par exemple un code qui peut être exécuté à la fois sur WinDev et WinDev mobile, vous pouvez l'utiliser. Mais aussi, il fait référence au binaire, c'est-à-dire le type que vous allez stocker dedans. Ça sera une manipulation de la mémoire directe. Donc, c'est aussi un type avancé qui est conseillé pour écrire un code portable entre WinDev et WinDev mobile. Donc, les types buffer aussi, vous pouvez venir consulter la documentation pour voir l'explication qu'ils en donnent sur les types buffer. Voici l'explication qui est là. Revenez, n'hésitez pas pour revenir voir ce que ça donne exactement. Maintenant, nous allons retourner dans notre environnement de travail. On a vu que sous WinDev, on a les types booléens. Je vais utiliser les commentaires multilignes. Vous connaissez déjà les commentaires. Ce que ça veut dire, c'est une partie du code qui est ignorée par le compilateur. Donc, les commentaires en W langage moduling, c'est slash slash. Vous pouvez mettre n'importe quel texte que vous voulez, ça sera ignoré par le compilateur. Ou aussi, vous utilisez les commentaires multilignes qui seront comme ça. Commencez par slash étoile et vous terminez par étoile slash comme en C par exemple. Nous avons vu le type booléen, on a le type entier, il y a aussi le type numérique, il y a le type réel, le type date, date-heure, ainsi de suite. Il y a aussi les autres types, comme on les appelle, les types monétaires. Donc voilà des types que vous allez souvent utiliser lors de la programmation sous W langage. Maintenant, pour déclarer une variable, on a vu la syntaxe tout à l'heure. Il nous suffit de l'implémenter. La syntaxe nous dit qu'il faut mettre le nom de la variable. Vous mettez est un par exemple. Si nous voulons utiliser un booléen, et puis mettre ici est un booléen.
est un, vous mettez le type. Donc ici, c'est est un ou est une. Ça dépend du type de données que vous voulez manipuler. Ça, c'est la déclaration d'une variable. Pour ça, je vais mettre par exemple nom ou bien as, je ne sais pas. Nombre est un entier. Bon, là, on n'a pas besoin dans cette formation de vous dire c'est quoi un entier, quelles sont les valeurs reçues par un entier. Ce n'est pas une initiation à la programmation, c'est une initiation au W langage. Donc, je considère que vous avez une bonne base en algorithmique. Ça, c'est des trucs qui ne vous gênent pas du tout. Donc, nous avons déclaré ici notre variable. Nombre est un entier. Et vous pouvez voir, il nous a mis le nom de notre variable en vert. Il y a d'autres expressions aussi qui ont une autre couleur. Voici par exemple des mots qui sont réservés par le W langage. Les mots réservés, ces mots sont interdits. Vous ne pouvez pas les utiliser en tant que nom de variable. Ces mots réservés. Vous ne pouvez pas utiliser entier comme étant un nom de variable. Vous ne pouvez pas utiliser un tout court comme étant un nom de variable. Vous ne pouvez pas utiliser est aussi comme étant un nom de variable. Ce sont des mots réservés par le W langage. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ceci. En ce qui concerne aussi la nomenclature de vos variables, la nomenclature des variables, vous pouvez écrire le nom d'une variable comment? Par exemple, lorsque vous avez une variable qui est composée de plusieurs mots, on avait dit l'autre jour, avec les noms logiques, c'est la même chose. Les noms logiques aussi sont des variables. Ce sont des variables qui vont être utilisées pour manipuler votre composant graphique. Mais vous aurez besoin aussi de déclarer autres variables qui ne sont pas directement liées au champ graphique, qui ne correspondent pas non plus au nom logique d'un champ graphique. Donc, pour mettre ça, vous pouvez voir dans mon exemple, j'ai mis nom, j'ai mis le tiret de soulignement et puis variable. C'est-à-dire que ça doit être en un seul mot. Vous ne devez pas utiliser le tiret de 6, le trait d'union pour déclarer vos variables ici. Vous ne devez pas mettre aussi d'espace. Par exemple, si j'ai besoin de déclarer plusieurs variables, nombre 1, mais je peux écrire ça comme ça, parce que là, le nom d'une variable peut contenir un chiffre, mais il ne doit pas commencer par un chiffre. Je ne vais pas mettre ici un nombre. Je mets 1 et puis je mets nombre. Là, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne doit pas commencer par un chiffre. Vous pouvez bel et bien le mettre par là, par exemple, ou bien au beau milieu ici, il n'y a aucun souci. Mais aussi, entre nombre et 1, il ne doit pas avoir d'espace. Vous n'allez pas utiliser non plus le tiret de soulignement. Ou aussi, voilà, les caractères spéciaux, vous devez les éviter dans vos nominations des variables. Bien, nous avons déclaré ici notre première variable. Nombre peut prendre quoi comme valeur? On peut maintenant l'assigner une autre valeur. Si je veux, je peux l'assigner ici. Nombre égale. En WinDev, l'opérateur égal est utilisé pour l'assignation, c'est-à-dire attribuer une valeur à une variable. Je peux l'attribuer par exemple 5. Là, je peux dire nombre égale à 5. Si je veux, je peux afficher la valeur de nombre. Pour ça, je vais utiliser trace. Je vais tracer ça, je mets nombre. Et si j'exécute maintenant mon projet, je suis avec la fenêtre W langage. Si j'exécute ça, vous pouvez voir, j'ai ma fenêtre ici et j'ai ma fenêtre de test, de trace qui est là, qui m'affiche la valeur 5. Dans trace est une fonction qui va vous permettre de, s'il faut dire, déboguer votre projet pour afficher, vous pouvez afficher des valeurs à travers au lieu d'utiliser un info qui est un peu plus lent et bloquant par rapport à trace. Trace n'est pas bloquant. Et puis c'est bon, c'est plus rapide. Pour un débogage, vous pouvez utiliser trace. Et trace aussi, vous pouvez lui donner plusieurs paramètres. Je peux lui donner ici. Par exemple, j'ai affiché tout à l'heure une simple valeur. Je peux accompagner cette valeur par un message. Si je vais mettre le message, on va voir d'abord la signature de cette fonction. Quand je mets ici trace, il me dit quoi? Information complémentaire 1, information complémentaire n. C'est-à-dire, c'est une fonction qui peut prendre plusieurs paramètres.
le premier paramètre qui est obligatoire et les autres sont optionnels. Donc, vous pouvez séparer ces paramètres-là par la virgule. Ici, par exemple, je peux mettre une chaîne de caractères. La valeur de ma variable, par exemple, est 2 points. Je peux sortir de là, je mets la virgule et puis je mets nombre. Voilà. J'ai mis une chaîne de caractères accompagnée d'une variable. Cette chaîne de caractères sera utilisée pour être affichée dans mon résultat. Lorsque je lance, venez de tracer là, vous avez vu, la valeur de ma variable est 5. Là, comme ça, j'ai affiché un message et la valeur de mon variable, de ma variable, je vais dire. Si vous voulez aussi afficher ça dans une boîte de dialogue, vous pouvez bel et bien faire info. Quand vous faites info, vous faites nombre. Cette fois-ci, il sera affiché dans une boîte de dialogue, info. Mais comme vous pouvez le constater, info nous affiche une fenêtre bloquante. On n'a pas accès à notre fenêtre principale. Donc, pour que nous puissions accéder à ça, il va falloir fermer cette fenêtre en validant OK ou bien en cliquant sur la petite croix pour fermer. Ici aussi, vous pouvez passer plusieurs paramètres, comme on l'a fait tout à l'heure. Si je vais accompagner mon affichage avec un message, je peux mettre ici ma variable vaut. Je peux passer plusieurs paramètres. Vous voyez ici, mais ici ligne N, c'est-à-dire il considère ces premiers paramètres comme la première ligne, ces deuxièmes paramètres comme la seconde ligne, troisième paramètre comme la troisième ligne à afficher. Si j'exécute ça, vous verrez comme il l'a dit, ligne par ligne, il va les afficher ligne par ligne, l'une après l'autre. Ah, ma variable vaut 5. Ah, il l'a affiché comme ça, ligne par ligne. Avec la fonction trace, on avait affiché comme ça, mais il nous a affiché sur une seule ligne. Ici, si nous voulons qu'il nous affiche ça sur une seule ligne, on va faire une concaténation. La concaténation, c'est quoi? C'est de mettre bout à bout deux chaînes pour former une troisième chaîne. C'est-à-dire, on a un premier texte qui est là et on colle le deuxième texte. La concaténation en W langage se fait avec le signe plus. Je peux mettre ça ici comme ça, plus, et puis exécuter. Cette fois-ci, il va les afficher sur une seule ligne. Il considère maintenant que ces deux-là sont sur une seule ligne. Là, nous avons vu comment déclarer une variable, comment l'attribuer une valeur. Comme vous le savez, une variable peut changer de contenu à tout moment. Lors de l'exécution de votre programme, le contenu de la variable peut changer n'importe quand. On peut aussi déclarer et initialiser directement une variable. Comme ici, on a nombre est un entier, on peut directement l'initialiser égal par exemple à 26. Là, nous avons déclaré notre variable et puis nous l'avons automatiquement initialisée. Comme on l'a vu dans la documentation, on peut déclarer une variable et directement l'initialiser. On peut aussi faire une déclaration multiple des variables. Par exemple, je fais nom, virgule, prénom, virgule et as. Bon, as, c'est un mot réservé. On ne peut pas utiliser as directement. Si je vais utiliser as, je peux faire comme ça. Pour faire la différence, je mets underline ou bien je mets voilà, autre chose pour différencier. Mais as, c'est un mot réservé. On ne peut pas l'utiliser ici comme nom de variable. Bon, on va se limiter avec ces deux-là. Vous avez compris le principe. La syntaxe dit quoi? Si nous voulons utiliser plusieurs variables, on va mettre sa petite syntaxe ici. var1, virgule, var2, sonde, et puis vous mettez le type. Nom, prénom, je vais mettre sonde, chaîne. Ceci sont des chaînes. Une chaîne contient plusieurs caractères. Un caractère, bon, dans l'alphabet, ça correspond à une seule lettre. Je peux donner une valeur à ma variable nom. Par exemple, je mets nom est égal, par exemple, et si j'affiche ceci, je vais faire trace. Par exemple, je vais les accompagner par un texte, nom, deux points, je vais concaténer. Cette fois-ci avec le signe plus. Je concatène encore prénom, deux points, et puis je mets ici le prénom. Voilà. Un exemple, lorsqu'on exécute cela,
directement on a nom qui est Do et prénom qui est John. Nous avons ici des chaînes que nous avons. Par défaut, comme on vous l'a dit dans un algorithme, je ne sais pas quel autre langage vous avez fait, si c'est le C++, le PHP, une chaîne de caractères est un tableau de caractères. Mais on viendra aussi sur les tableaux. Pour le moment, nous avons les chaînes de caractères. Vous avez aussi les types caractères. Bon, le point virgule est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à chaque fois pour le mettre. Là, nous avons les types chaînes de caractères. On va voir aussi quel autre type, je ne sais pas. Bon, il y a aussi le type réel et le type numérique. Le type réel, c'est les nombres à virgule. Lorsque vous devez utiliser des nombres décimaux, vous pouvez utiliser le type réel. Je peux mettre ici, qu'est-ce qui peut contenir une virgule? Par exemple, le poids, soit la taille, poids est un réel qui est égal à quoi? Par exemple, à 52, 52,9. Voilà. Il nous souligne ici qu'on a une erreur de syntaxe sur le mot 9. Là, vous pouvez le constater. Ici, nous avons notre séparateur qui est la virgule pour déclarer plusieurs variables. Et ici, nous utilisons encore la virgule pour désigner un nombre décimal. Donc, pour déclarer un nombre décimal, vous mettez le point au lieu de la virgule. Là, on peut aussi faire une trace de notre poids. Poids 2 points. Je vais mettre ici poids. On teste ça et puis on va voir. Là, nous avons poids 52,9, non, d'où ainsi de suite. Alors, vous pouvez le constater, nous avons deux fonctions traces, mais il y a une seule fenêtre. C'est comme si on avait fait demander d'ajouter à la fenêtre. Lorsque vous appelez la fonction trace, il va ajouter la première ligne. Il va ajouter cette première information à la première ligne. La seconde information sera ajoutée à la deuxième ligne. Et si vous voulez aussi vider la trace, vous pouvez bel et bien vider la trace. C'est-à-dire, bon, on va voir ça après. Pour ne pas encombrer trop d'informations. Sinon, il suffit de faire trace, supprime tout. Là, ça permet de vider la trace. Mais si on fait ça, on ne verra rien du tout parce qu'on va afficher et puis supprimer. Donc ça n'a pas de sens. Ça, c'est juste au cas où vous en avez besoin. On peut utiliser un bouton pour ça. Par exemple, sur ma fenêtre ici, on peut créer ici un bouton que je vais nommer Clean par exemple. Clean va nous permettre de faire une suppression de tout ce qui se trouve dans notre trace. Donc, on va essayer. Ah, une erreur. Bien, on va exécuter avec l'erreur. Voilà, on vient de débugger. Trace supprime tout. Quelle est l'erreur qui nous affiche? Ligne incomplète, voilà. Une parenthèse de trop. On va maintenir notre fenêtre de trace ici. Et quand je clique sur Clean, vous pouvez constater qu'il a vidé le contenu de la trace. Si vous en avez besoin, vous pouvez bel et bien l'utiliser. Voilà, c'est juste un exemple. On revient sur le code de notre fenêtre. Pour accéder au code de la fenêtre, vous pouvez sélectionner d'abord la fenêtre et puis vous appuyez sur la touche F2. C'est un moins. Soit clic droit sur la fenêtre code ou bien n'importe quel ici. Tout ceci là appartient à la fenêtre. Tout l'environnement qui est là, autour de la fenêtre lui appartient. Vous pouvez faire clic droit, code. Ça vous envoie aussi dans le code de la fenêtre spécifiquement. Nous avons vu le type entier, le type chaîne, le type réel. Il y a quel autre type aussi qu'on puisse manipuler, les types date par exemple, je ne sais pas. Nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons attribuer ces valeurs-là au champ graphique. D'abord, avant d'aller, si quelqu'un a une question ou bien qu'il aimerait aborder un sujet au propos des variables et que nous n'avons pas touché, je vous écoute avant qu'on ne passe. Si quelqu'un a une question à propos des variables, avant qu'on ne passe, je vous écoute. Bien, nous avons vu comment déclarer les variables, nous avons vu comment créer comment dirais ça, comment on appelle ça, les composants graphiques, à savoir maintenant les boutons
les fenêtres et autres. Nous avons vu comment créer les composants graphiques. Ici, dès que nous avons là, je vais supprimer ça. Ça n'a pas d'importance pour moi. Voilà. Je vais enlever ça. Et puis, je viens sur ma fenêtre. Sur ma fenêtre ici, je vais créer un petit champ de saisie. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de récupérer le contenu d'un champ graphique et puis manipuler ce contenu-là dans le W langage. On va faire un petit exercice très simple. Nous allons demander le nom de l'utilisateur et puis on va l'afficher par exemple en le saluant, en lui disant bonjour, accompagné de son nom, ainsi de suite. Un exercice très simple. Mon champ, je vais le décrire comme suit, je vais le mettre ici. Je vais mettre par exemple nom et son nom logique aussi, je vais le donner nom. C'est bon. Le type, c'est le type texte. Je valide OK. Vous pouvez aussi attribuer les types à vos champs de saisie avant de passer. Par exemple, quand je viens là, vous avez le type. Vous pouvez définir quel type de données votre champ de saisie va manipuler. Est-ce que c'est un texte multiligne? Est-ce que c'est un texte RTF? Est-ce que c'est un texte type mot de passe, etc., etc., un numérique, un monétaire, ainsi de suite. Là, je vais valider d'abord avec le type texte. On va aller avec ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de définir, de récupérer le contenu d'un champ de saisie. Le bouton là, je vais l'appeler saluer. Voilà, le bouton saluer. Nous avons le champ de saisie qui est là et nous avons le bouton. Avant de passer, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous devez écrire un code, il faut que vous sachiez à quel moment et à quel endroit le code doit être exécuté. Nous voulons écrire un petit programme qui va demander le nom de l'utilisateur. Il va entrer ici son nom. Il va donner son nom. Je vais par exemple mettre entrer votre nom. Entrez votre nom. Voilà, comme ça c'est plus explicite. Il demande le nom de l'utilisateur et puis il affiche le nom de l'utilisateur en le saluant. Par exemple, il dit, s'il met alpha, il dit bonjour alpha. S'il met Fanta, il dit bonjour Fanta, ainsi de suite. Comme je le disais, pour écrire un code ici, vu que c'est basé sur les événements, il faut savoir où écrire le code. Nous voulons écrire le code pour faire une action. Est-ce qu'il faut attribuer le code au composant graphique ou bien il faut attribuer le code, je vais dire, il faut attribuer le code au champ de saisie ou bien il faut attribuer le code au bouton ou à la fenêtre elle-même. À quel composant graphique faut-il attribuer le code? Il faut savoir ça. Et aussi, il faut savoir pendant quel événement le code doit être exécuté. Pour cet exemple-là, moi j'aimerais, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton saluer, actuellement quel est le code qui est là? Il n'y a aucun code lié à ces boutons. Lorsqu'ils exécutent, tout de suite là, et que je clique sur saluer, rien ne se passe. Mais j'aimerais qu'après avoir fait ce petit exercice-là, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton saluer, il va récupérer son nom et puis lui dire bonjour. Vu que j'aimerais que le code s'exécute au clic de mon bouton, je vais aller dans le code de mon bouton. Dans le code de mon bouton, j'avais ça ici, donc je n'étais pas rentré dans son code source, ok. Dans le clic de mon bouton, l'événement clic, c'est dit au clic du bouton. Vu que nous pouvons avoir plusieurs événements, mais si notre action que nous voulons exécuter est spécifiée au clic, ça peut être au survol, ça peut être à la sortie du curseur sur le bouton, ainsi de suite. Mais nous voulons l'exécuter au clic. Comme nous voulons l'exécuter au clic, je peux faire quoi ici? Je peux déclarer une variable par exemple, nom, qui est de type chaîne, parce qu'il va manipuler une chaîne de caractères. Le nom qui sera récupéré sera une chaîne de caractères. Je peux directement l'initialiser. L'initialiser ici à quoi? À la valeur qui est retournée par mon champ de saisie. Parce que lorsque vous saisissez quelque chose dans votre champ de saisie, vous pouvez récupérer cette valeur-là. Et pour récupérer cette valeur, il vous suffit de faire une simple affectation en utilisant le nom logique du champ graphique que vous voulez manipuler. Ici, nous voulons manipuler
un champ de saisie. Et le nom de ce champ de saisie, son nom logique, c'est saisie non. Je vais mettre ici égal à saisie non. Là, c'est le nom logique. Lorsque nous venons dans la description de ce champ de saisie, vous pouvez voir le nom de l'élément ici, c'est saisie non, SAI non. Et son label maintenant, c'est entrez votre nom. Donc, je reviens dans mon code. Là, j'ai fait deux actions à la fois. Nom est une chaîne égale à saisie non. C'est-à-dire, j'ai déclaré d'abord une variable de type chaîne qui doit contenir des chaînes de caractères et qui sera directement initialisée à la valeur qui est contenue dans mon champ de saisie, saisie non. Nous avons dit qu'on va récupérer ça et puis afficher à l'utilisateur. Trace, utilisez trace seulement dans le cas de débogage, n'utilisez pas trace en production. Bon, sauf si c'est un logiciel que vous-même vous allez contrôler, mais si c'est un logiciel qui doit être livré à un utilisateur final, évitez d'utiliser trace. Si vous voulez afficher des informations, vous pouvez utiliser les pop-up. Il y a des pop-up asynchrones qui ne sont pas bloquantes. Et pour le moment, par exemple, on va utiliser la fenêtre d'information qui nous affiche quelques informations. Voilà. Je vais mettre ici info. On va l'afficher. On a dit il affiche le nom accompagné du texte bonjour. On va dire ici. On va les afficher sur la même ligne. On ne va pas aller sur la deuxième ligne. Donc pour ça, on va faire une concaténation. Et puis je mets le nom. Donc il va dire ici bonjour. Et puis accompagné du nom qui a été saisi. Quand je lance pour tester, je peux saisir ici par exemple alpha, peut-être, je ne sais pas, alphabet. Et puis je clique sur saluer. Il me dit bonjour alphabet. Voici la méthode pour récupérer le contenu ou la valeur d'un champ graphique. Pas de complication, il suffit de faire une simple affectation. Si vous voulez, vous pouvez ajouter l'attribut .valeur. Ça revient à la même chose. Donc, si vous voulez, vous mettez valeur ou valeur affichée, il y a certains champs comme les listes déroulantes. Le mieux, c'est d'utiliser valeur affichée pour dire que oui, la valeur que l'utilisateur a sélectionnée, c'est celle-là que je vais récupérer. Mais on verra ça un peu devant. Donc, ça reviendra ici à la même chose. Je mets ici, par exemple, Binta. C'est des astuces très simples, mais que vous allez utiliser tout au long de votre programmation avec W langage. Parce que là, vous allez aller à la fois avec les composants graphiques et aussi des variables, je ne sais pas comment on les appelle, des variables locales. On pourrait aussi bel et bien utiliser le champ graphique ici en mettant saisie non. Ça reviendra à la même chose. Je vais mettre Fanta peut-être. Valide. Voilà. Il nous renvoie la valeur bonjour Fanta Kaba. Nous avons pu récupérer la valeur qui est contenue dans le champ de saisie. Mais bon, ça c'est une pratique qui est déconseillée parce qu'il faut séparer votre code métier et votre interface graphique. Mais bon, comme aussi l'autre là, il faut faire appel à l'interface graphique, c'est pas aussi grave. Mais le mieux, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous récupérez d'abord la valeur ici dans une variable et puis vous manipulez cette valeur-là. Au lieu de lui donner le champ, la bonne méthode serait d'abord de récupérer la valeur de votre champ, attribuer ça à une variable et puis maintenant manipuler cette variable-là. C'est plus meilleur par rapport à si vous continuez à manipuler directement le champ graphique, pas, ce ne serait pas un code vraiment optimal. Voilà, là, c'est comme ça, nous allons récupérer tout au long des programmes comment la valeur d'un composant graphique. Voilà. Il y a quoi qui suit après la déclaration des variables? Bon, les opérateurs, on a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques de comparaison, ainsi de suite. Mais il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, je n'ai pas mon cahier de notes avec moi. J'ai laissé ça quelque part. J'avais noté certaines choses qu'on devait voir. Ok, on continue d'abord sur les variables. On n'a pas encore vu ce qu'on appelle les tableaux. Les tableaux. On vient dans la documentation officielle. On va W langage. Les tableaux. On avait vu ici quelque part où il y avait les tableaux, si je ne me trompe pas. Ok, comment déclarer
un tableau, on va voir ça vite fait. Un tableau est un type structuré qui permet de regrouper une série d'éléments de même type. Les éléments d'un tableau doivent être de même type, ce que vous devez retenir. C'est une allocation mémoire aussi, comme les variables sont aussi des allocations mémoire. Une variable, il a son nom, il a son type, il a son adresse mémoire. Chaque variable que vous allez déclarer aura sa propre adresse mémoire. Et à chaque exécution, cette adresse mémoire change parce que c'est la RAM qui l'attribue et la RAM est volatile, c'est aléatoire. Vous n'aurez pas vous n'aurez pas forcément la même adresse à chaque exécution. Ça peut tomber sur la même adresse, ça peut tomber sur autre adresse. Le tableau est une collection de même type. Voilà, on avait dit ça comme ça. Le tableau est une collection de données de même type. Donc, lorsque vous définissez un tableau, vous allez pouvoir regrouper plusieurs valeurs dans une seule variable, dans une seule collection, mais ça doit être des valeurs de même type. Si vous décidez que votre tableau est de type chaîne, ce sont les chaînes que vous allez manipuler dedans. Si vous décidez aussi votre tableau est de type entier, ce sont les entiers que vous allez manipuler dedans. Et si vous décidez aussi que votre tableau est de type numérique, de type réel, de type date, etc., ce sont ces types-là que vous allez manipuler dans votre tableau. Comme on l'a dit, c'est une collection de données de même type. Les types de données, on a dit tout de suite là, on dit nom est une chaîne égale par exemple à alpha. On avait dit ce contenu peut changer au cours d'exécution. Si je fais ici trace, votre nom est accompagné de nom, pas de souci. Je mets ici par exemple nom égale 785 et puis je trace ici nom. Votre nouveau nom est nom toujours. Là, j'ai déclaré nom comme une chaîne de caractères. Je l'ai défini ici. Puis je l'ai initialisé alpha. J'ai affiché ça. Je reviens encore. Je l'attribue une nouvelle valeur et puis je l'affiche. On va exécuter, voir ce que ça donne. Je clique là. Il me donne votre nom est alpha. Votre nouveau nom est 785. Maintenant, si je définis ça comme étant un entier, qu'est-ce qu'il va nous dire? On exécute ça. Et voilà, il nous renvoie ici 0 parce que là, il ne reconnaît pas ça comme étant un nombre. Bon, il pourrait bel et bien nous lever une exception qu'on va zérer. Ici, aussi la même chose. Il a pris la version, la correspondance, c'est-à-dire la valeur en nombre de la scène qu'on lui a donnée. Vu que nous l'avons donné ici des numéros sous forme de chaîne, il a considéré ça, il a fait une conversion directement vers le type entier. Mais là, il n'a pas reconnu ce nom, par exemple, comme étant un entier. Donc, il nous envoie ici 0, il n'a pas reconnu. Et là, il va faire info, attention, breakpoint, non, pas de breakpoint. Il fait aussi info, et puis je valide. Il me dit ici, votre nom est 0, votre nouveau nom est 785. Donc, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, une chaîne à la place d'un entier. C'est pas bon, ça marche pas. Vous avez vu, il va vous renvoyer nul ou bien il va vous renvoyer 0. Ça marche pas. Mais vous pouvez, par exemple, mettre un nombre à la place d'une chaîne, comme on avait vu tout à l'heure. On avait mis ici que c'est une chaîne et puis on lui a passé un nombre. Et dans l'alphabet, il va récupérer, il va faire la conversion pour donner le correspondant en chaîne de caractères du nombre que vous avez attribué ici. Donc, le compilateur, lui, il va comprendre quoi? Qu'ici, celui-ci sera considéré automatiquement comme une chaîne. Par contre, si vous mettez ici en tant qu'entier ou réel, soit je ne sais pas quoi, si on met ici réel ou numérique, soit booléen, non, ça ne va pas marcher. On ne peut pas attribuer une chaîne à un réel. Il va toujours vous renvoyer une valeur auquel vous ne vous attendez pas. Donc, il faut bien choisir le type de données que vous manipulez pour ne pas vous tromper. OK.
On passe au type tableau. On va voir la syntaxe de déclaration des tableaux. C'est très simple. Déclare un tableau initialisé avec les noms des jours de la semaine. Le nom du tableau, ou la syntaxe générale, voilà. La syntaxe générale, quoi? Nom du tableau est un tableau de, bon, ignorer l'argument agrandissement, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'est disponible qu'à partir de la version 28. Même la version 27 que j'utilise, ce n'est pas disponible là-bas. Ignorez ça. Donc si on a besoin des dimensions à préciser aussi, bon, ignorez tout ça là. Retenez quoi? Nom du tableau est le type d'élément du tableau. Vous le déclarez ainsi. Et si vous voulez aussi, vous pouvez directement l'initialiser à ce niveau. Et on vous signale ici, nouveauté, cette fonctionnalité est désormais disponible, mais à partir de la version 28. Ok, cette fonctionnalité n'est pas gérée. Ça, c'est, vous allez comprendre les logos qui sont là. Ça, c'est WinDev mobile. Ça, c'est Widget, les widgets Android, les objets connectés, les objets Android comme les smartwatches et autres widgets. Aussi, il y a l'autre là, comment dire, WebDev. WebDev pour le code navigateur, bon, ce n'est pas encore supporté là-bas, l'argument agrandissement. Voilà. On revient. Nous allons créer notre tableau. Par exemple, je mets ici jour est un tableau de quoi? Un tableau de chaîne, par exemple, comme on a vu dans l'exemple. Un tableau de chaîne, vous pouvez l'initialiser comme ça. Après, je peux bel et bien l'ajouter des valeurs. Comment ajouter ces valeurs-là? On peut ajouter directement à un indice spécifique. Soit on peut utiliser aussi la fonction ajoute. Tout est détaillé dans la documentation. Vous pouvez venir dans la documentation, où se trouve cet exemple-là. Voilà. Vous pouvez, comme je vous ai dit, l'ajouter à travers un indice. Vous spécifiez l'indice tableau val égale à tel, tableau de 2 égale à tel, tableau de 3 égale à tel. On va expliquer ça un peu dans les commentaires. Moustique. Voilà. Le tableau se définit comme ça. Par exemple, je vais mettre ici lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai écrit quoi comme ça? Vendredi, samedi, et puis voilà, dimanche. Nous avons là un tableau qui regroupe les jours de la semaine. Le tableau est indexé à partir de 0. Comme avec le W langage, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 1. Ça commence à partir de 1 ici, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à partir de 1. On va vérifier ça vite fait pour ne pas faire des erreurs. Je fais ici jour de 0, par exemple, est égal à lundi. Je vais tracer ça. Puis je fais info jour de 0. Je crois bien ça commence à partir de 1. On va vérifier. Voilà, il nous lève une erreur. Lui, il commence à partir de 1. C'est pas comme Java, C, C++, Python qui commence à partir de 0. On va ajouter à la position 1 qui commence à l'indice 1. Il me dit quoi? La dimension du tableau possède 0 élément et vous tentez d'accéder à l'élément 1. Il vient me faire comprendre quoi là? Un tableau possède 0 élément et vous tentez d'accéder à l'élément 1. Ok. On va l'initialiser comme ça, si je ne me trompe pas. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Ok. On va l'initialiser et voir vite fait. Sans œil. Voilà, là, on ne fait pas ça. C'est comme ça. Voilà. Et puis voilà. On valide ça. Normalement, il ne doit pas nous donner d'erreur là. Ok. Lundi, comme je vous l'ai dit. Lui, il commence à partir de 1, de l'indice 1. On va essayer d'accéder à l'indice 0.
Voilà, l'indice 0, la dimension d'un tableau doit être positive. Donc, il considère qu'ils ne sont pas dans le cadre défini du tableau. Si vous avez déjà programmé avec les autres langages, comme le Java, C, C++, Python, l'indexation commence à partir de 0. Mais ici, ça commence à partir de 1. Vous commencez à partir de 1. Nous avons notre tableau de chaînes de caractères. Lui, il ne peut contenir ici que des chaînes de caractères. Et si vous voulez accéder à un indice spécifique, très simple, si je prends ici l'indice 3, là, il n'y a pas de complication. Quand on commence 1, 2, 3, c'est mercredi qui doit nous renvoyer. Et il quitte ça, il nous renvoie bel et bien mercredi. Si je vais maintenant ajouter d'autres valeurs à ce tableau, je peux utiliser la fonction ajoute. J'enlève ça d'abord, je mets ici ajoute. Ajoute va me permettre de faire quoi? La variable W langage que je vais manipuler, c'est jour, c'est un type tableau. Et puis, maintenant, la valeur que je vais ajouter, par exemple, je mets ici dernier jour. Dernier jour, parce que là, on avait déjà dimanche. Je valide ça. Ah, je n'ai effectué aucun affichage. Je mets ici trace, jour. Voilà. Quoi? Aucune syntaxe de trace ne correspond. Qu'est-ce qu'il y a avec trace? Ah oui, effectivement, trace. Il va pas nous tracer un tableau. Ok, si nous voulons maintenant afficher tous les éléments, on va devoir parcourir. Et cette fois-ci, ça nous obligera à faire appel à une boucle. Parce que la trace ne va pas nous afficher un type tableau. Il va plutôt nous afficher un élément du tableau. Par exemple, si je lui donne ici l'élément 4 ou l'élément 6, il peut bel et bien m'afficher ça. Mais là, si je dis de m'afficher un tableau en sa totalité, il ne va pas m'afficher le tableau. Et pour accéder un par un, on va utiliser une boucle. Il y a ici déjà un exemple de boucle. Pour utiliser les boucles aussi, c'est très très simple. Vous avez la boucle pour i de début à la fin. Vous avez aussi la boucle pour tout. Vous avez la boucle tankée. Bon, on va voir tout ça, on va voir ça plus tard. Vous avez un exemple de boucle qui est là, boucle pour tout. Pour tout x des tableaux, x représente l'itération, c'est-à-dire chaque élément du tableau. Et puis maintenant, vous exécutez votre action. Avec ça, c'est très simple. Vous n'aurez pas besoin de faire appel à la, je sais pas comment dirais-je, à la taille du tableau, ainsi de suite, comme vous avez l'habitude de faire en Java for i from 0, i inférieur à la taille du tableau, i++, là, vous n'avez pas besoin de ça ici. Vous avez déjà une boucle qui peut vous aider ça. Lorsque vous faites appel à pour tout, c'est pas pour tout quoi, vous pouvez dire pour toujours D. Maintenant, vous mettez le nom de votre tableau, pour toujours des jours. Voilà, vous pouvez faire votre affichage ici. On peut maintenant tracer jour ici. Là, trace et puis me tracer parce que là maintenant, ce n'est plus une variable tableau qui est là, mais plutôt une variable type chaîne de caractères. C'est-à-dire, jour va récupérer chacun des jours contenus de notre tableau jusqu'au dernier jour que nous avons ajouté ici. Lorsqu'on exécute ça, voilà ce que ça va donner. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'au dernier jour qu'on a mis ici. Ou bien je vais mettre jour férié au lieu de mettre dernier jour. Je vais mettre ici jour férié. Un jour férié. Jour correspond. Il va parcourir. C'est comme si vous faites aussi pour i égale à 1. Pour i de 1 à. Parce que là, lui, il va mettre, c'est comme vous avez écrit en algo. Pour i de telle valeur à telle autre valeur. Pour i de 1 à, par exemple, je vais mettre ici 5. Vous n'avez pas besoin de mettre ici i++. Vous avez le début et puis vous avez la fin.
Mais bon, il va nous conseiller, il va nous demander de mettre ça comme ça. Et attention, ça comme ça, voilà. Pour i de 1 à 5, je vais tracer trace jour de i. Ah, la variable jour n'est pas connue. Voilà, trace jour de i. Jour de i, ça sera chacun des éléments jusqu'au cinquième élément. Et voilà, il nous prend 1, 2, 3, 4, 5. Il nous prend les 5 éléments de notre tableau. Voilà, donc pour aller plus simple, si vous n'avez pas besoin de vous entêter à connaître la taille de votre tableau, il y a bel et bien une fonction qui peut vous renvoyer la taille du tableau, c'est la fonction taille. Et cette fonction est disponible à la fois pour les chaînes de caractères ou aussi comment dirais-je, pour les tableaux. Si je mets ici taille de, je peux mettre taille de Ibrahima, il va nous renvoyer ça. Ah, je peux afficher ça dans une trace parce que c'est une fonction qui retourne une valeur. Vous pouvez voir euh, ici, on va voir l'infobule qui s'affiche. Résultat est de type entier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la documentation offline qui existe. Vous pouvez aussi aller en ligne. Vous avez ici une fonction. Par exemple, la fonction ajoute, la fonction taille. Vous ne savez pas ce que ça fait. Il suffit de cliquer dedans et puis vous appuyez sur la touche F1. Il va directement vous chercher l'explication qui est liée à cette fonction. Vous voyez là, c'est très utile parce que vous avez directement l'explication qui est liée à la fonction. Le mot-clé taille peut correspondre à la fonction taille. La fonction taille permet de connaître la taille d'une chaîne de caractères ou d'un buffer. La propriété taille permet de connaître et de modifier la taille d'un élément, ainsi de suite. Ça peut être un tableau, un buffer ou autre chose. Une chaîne de caractères, une chaîne de caractères, ainsi de suite. En anglais ici, c'est size. Voilà, son correspondance en anglais, c'est size. Voilà, je mets taille, il retourne une valeur, un entier, parce que là, lui, il définit ici la taille. Il peut aussi modifier la taille. Je vais mettre, je ne peux pas déclarer une variable taille. Je vais mettre par exemple dim. Non, pas dim. Dim est différent de taille. Je vais mettre juste, par exemple, n. Juste pour un exemple, est un entier égal à ça, égal à taille de la chaîne de caractères. Chaîne de caractères là, je vais afficher et puis je vais dire votre nom compte tel nombre de variables compte, je mets plus compte n caractères. J'exécute ça et puis on va tester. Votre nom compte 8 caractères. Il nous a envoyé exactement le nombre de caractères contenus dans le nom. Si on exécute, on a 8 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a exactement 8 caractères dans le nom. Donc, si on fait aussi pour le tableau, on va lui donner ici le tableau, notre tableau jour. La taille du tableau est de, je vais mettre ici votre tableau compte, si pas caractère, mais plutôt élément. Il doit nous renvoyer, attention, aucune syntaxe. Ah, ok, effectivement. Non, 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 non. C'est, attention, je me suis trompé. Après, on verra ça. Je vais vous chercher ça et puis vous montrer comment définir la taille du tableau. Donc, déjà, vous n'avez pas à vous entêter de connaître la taille si vous voulez parcourir avec une boucle. Là, je vous ai déjà montré la boucle pour tout. Vous pouvez utiliser ça pour aller directement à vos éléments. Nous avons ici la déclaration du tableau. On a déclaré le tableau. On a initialisé. Et si on veut maintenant déclarer le tableau sans l'initialiser, on veut d'abord le déclarer et puis après, on pourra ajouter des éléments dedans. On peut faire quoi? On définit le nombre d'éléments qu'il va contenir.
Jour est un tableau de combien d'éléments de la chaîne. C'est comme ça la syntaxe. Vous pouvez mettre ici le nombre d'éléments, par exemple ici je mets 3. Jour est un tableau de 3 chaînes. Ok, si je fais ici, maintenant jour de 2 égale à mardi, on va tracer savoir s'il ne va pas nous donner d'erreur cette fois-ci. Jour de 2, on va afficher ça. Voilà. Donc, nous avons ça, jour de 2 égale à mardi. Nous avons la déclaration. On l'a déclaré, on a défini sa taille. Mais si vous voulez maintenant définir un jour de 5 par exemple, et puis accéder à ça, là, ça ne va pas marcher parce que notre dimension ne vaut pas 3, ne vaut pas, comment dirais-je, 5, ça se limite à 3. Donc, la taille du tableau ici est statique, ce n'est pas dynamique. Alors, voilà comment est-ce que vous pouvez déclarer les tableaux et puis les manipuler, accéder à travers l'index et autres. Vous avez aussi les tableaux associatifs. Les tableaux associatifs sont des tableaux qui vont vous permettre, c'est aussi un ensemble de collections de même type, mais cette fois-ci, les éléments ne seront plus indexés, les éléments seront plutôt identifiés à travers une clé. Et cette clé-là doit être unique. Un tableau associatif associe une clé à une valeur. Ici, le tableau qu'on a, c'est l'index. On avait dit le premier élément, c'est l'index 1. Et le deuxième élément ici, c'est l'index 2. Le troisième, c'est l'index 3. Le quatrième, l'index 4. Cinquième, l'index 5. L'index 7. Voilà. Là, c'est avec les tableaux indexés. Mais les tableaux associatifs, c'est différent. Avec les tableaux associatifs, vous aurez une clé et une valeur. On va voir sa syntaxe. C'est très simple aussi. Pousse ailleurs. Là, les tableaux associatifs, vous allez avoir une clé. Vous avez la clé et puis vous avez la valeur. Aussi, ce sont des collections des mêmes types. Les clés sont des chaînes de caractères. Mais les valeurs, eux, si vous définissez qu'ils sont des entiers, il va contenir des entiers. C'est ce qui définit le type de tableau. Les valeurs vont définir le type de données utilisées dans le tableau. Si vous utilisez des chaînes, ok. Si vous utilisez aussi autre chose, voilà comment ça va se passer. Maintenant, vous avez le tableau est un tableau associatif, par exemple d'entiers, de chaînes, de réels, de monétaires, ainsi de suite. Vous voyez sa syntaxe. Tableau associatif, de quoi, valeur par défaut aussi, il y en a, le type, le type de le type de tableau associatif, la taille initiale si nécessaire et le type de celui-ci. Vous avez ici le type de la clé si vous voulez définir le type de la clé et aussi vous pouvez définir le type des valeurs. Donc vous pouvez définir deux types, le type de la clé et aussi le type de la valeur. On va pratiquer ça pour mieux expliquer. Les tableaux associatifs sont présentés comme ça. Par exemple, la table des noms, par exemple, nom égale à Keita, table des as égale par exemple à 26 et le même table de je sais pas quoi de poids égale à quoi peut-être 60. Mais avant ça, vous devez d'abord déclarer votre tableau associatif comme suit. Vous mettez ici table est un tableau associatif de chaînes. Là, on a mis un tableau associatif de chaînes. Attention, là, on va mettre en chaîne. Aïe. 26, 60 aussi. On met aussi en chaîne. Voilà. Là, comme ça, nous avons déclaré notre tableau associatif. Comment on va l'implémenter? C'est très simple. On peut enlever ça en attendant, on n'en a pas besoin.
On peut mettre table. Attention, table est un mot réservé. Table est un mot réservé. Info aussi, c'est un mot réservé. Ok, je vais mettre ici mon tableau est un tableau associatif. Il vous demande avec doublon, sans doublon. Créez toujours des tableaux associatifs sans doublon parce que ici, les données ne sont pas indexées de façon automatique. Comme vous pouvez le voir, le premier tableau qu'on avait, ça c'est un tableau simple qui est indexé. Les éléments ont un index, ce qui permet de les identifier de 1, 2, 3 jusqu'à n. Mais ici, si vous créez un tableau avec doublon, il vous sera difficile de, de spécifier les valeurs. Par exemple, on va créer d'abord ce tableau-là, pas besoin d'assistant. On n'a pas spécifié, est un tableau associatif de chaînes. Voilà, un tableau associatif de chaînes, il faut spécifier le type. Je vais mettre ici, par exemple, mon tableau de noms comme on a fait. On met ici égal, par exemple, à Gallo. Mon tableau de quoi encore? Mon tableau de as égale à 26. Il faut écrire 26 en format chaîne de caractères. Mon tableau de détail cette fois-ci est égal par exemple à 1,65 m. Là, nous avons notre tableau. Maintenant, si je vais accéder à un élément de mon tableau, c'est très simple. Il suffit de faire, si je vais l'afficher, je peux faire ici trace mon tableau de as par exemple. Attention, c'est en chaîne de caractères, mon tableau de as. Et voilà, il va m'afficher ça. Attention, voilà, c'est comme ça. Mon tableau de as, il va m'afficher l'as. Automatiquement, il me renvoie 26. Là, nous avons un tableau associatif. Là, c'est un tableau associatif dont les clés sont de quoi déjà? Les clés sont des chaînes de caractères et les valeurs aussi sont des chaînes de caractères. Vous pouvez définir les valeurs ici comme autre type, peut-être des entiers, des réels, des monétaires, ainsi de suite. Vous pouvez aussi spécifier autre type pour les clés, peut-être que tes clés peuvent être des entiers si tu veux, des réels aussi, le type de données que tu veux. Là, tu vas devoir spécifier comme on l'a vu ici à travers la syntaxe. Si vous voulez définir option par défaut, associatif, le type de la clé, et aussi vous mettez la taille initiale de type tel. Voilà, donc vous spécifiez tout ceci. Là, ça va vous permettre de déclarer et de spécifier à la fois le type de la clé et le type comment dire, le type de données à manipuler. Et moi, de préférence, j'utilise ça comme ça. J'utilise généralement le type chaîne au niveau de la clé. Et maintenant, les valeurs, c'est le type de valeurs que je définis. Là, c'est peut-être monétaire, peut-être entier, et ainsi de suite. Mais de préférence, j'utilise toujours le type chaîne. C'est plus facile à manipuler comme ça. Et aussi, vous pouvez parcourir ce tableau-là avec la boucle pour tout. Pour tout, comment ça va se passer? Je peux prendre ici pour tout élément A de type tel, de tableau, début fin, c'est la syntaxe qui est là. Bon, ça c'est la documentation de la boucle. Ils ont aussi mis un exemple que vous pouvez consulter pour mieux comprendre. Par exemple, pour tout élément de celui-ci, n taille ici est un entier, fichier est une chaîne. Vous avez ici le type de données à manipuler. Ici, vous avez, comment dirais-je, la chaîne, comment on appelle ça, la clé.
la clé du tableau, et puis vous avez le nom du tableau. Et puis maintenant, vous pouvez utiliser ça. Bon, chaîne construit, c'est une fonction qui permet de transformer une expression en chaîne de caractères. Là, avec le C, vous avez utilisé le pourcentage, c'est pas le pourcentage quoi, pour afficher la valeur des variables. Donc ici, si vous mettez pourcentage 1, c'est pour dire la première variable, pourcentage 2, la seconde variable, ainsi de suite. Là-bas, c'est pourcentage sperliette, le nom de la variable, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai oublié, je ne sais plus. Le pourcentage 1 pour dire qu'ici, à cette place-là, c'est la première variable qui sera affichée là. Pourcentage 2, c'est la deuxième variable qui sera affichée là. Donc, chaîne construit va vous permettre de spécifier la première variable qui a été passée, sa valeur sera remplacée ici. La seconde variable aussi, sa valeur sera remplacée à ce niveau. Donc, on va voir ça vite fait. Pour tout, voici la signature qui peut correspondre à ça pour tout élément de type tel et du tableau associatif tel. Donc, c'est cette signature-là qui correspond au tableau associatif. Pour tout élément de type, le type de données qui est contenu dans votre tableau, aussi le type de l'autre là, de la clé, et puis maintenant, vous vous appuyez sur votre tableau. Si on prend cette signature, pour tout élément de type, élément de tableau associatif, et voilà. Pour tout élément de type, c'est quel type? Le type de l'élément, et puis le tableau que vous voulez manipuler. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici dans la documentation pour tout élément de tel, et puis ainsi de suite. La taille qui est la taille des fichiers, fichier qui est le nom du fichier, le nom ici représente la, la clé comme vous pouvez le voir ici, mais fichier 1.txt correspond au nom du fichier, ça c'est la clé. Taille du fichier correspond à la taille du fichier qui est un entier. Voilà, c'est ce qui est attribué à cet élément, à ce premier élément qui est là. Quoi? Ok, on va déclarer des variables intermédiaires qui vont vous permettre de faire ça vite fait. On va prendre, je sais pas, et quoi, et L et val. Non, val aussi c'était, la valeur aussi c'est réservé. Waouh, waouh, waouh. Ce sont des chaînes. Voilà. Et L, virgule, élément de tableau, de mon tableau. Voilà. De mon tableau. On va maintenant les afficher. Là, maintenant, nous avons la possibilité pour dire nom correspond à Yellow, as correspond à 26, taille correspond à 1,65. Donc, je peux faire ici trace, ou bien on fait chaîne construite comme ils l'ont fait. Vous allez voir le fonctionnement des chaînes construites. On va faire trace, toujours, trace, chaîne construite. Chaîne construite va nous permettre de faire quoi? Il va nous évaluer une expression et une chaîne de caractères et nous renvoyer sa valeur. On va créer cette chaîne de caractères vite fait. On met ici pourcentage 1. Le premièrement, ça va correspondre à la clé. Clé va correspondre à nom, as, taille. Ces clés-là sont récupérées par EL et élément. Les valeurs sont récupérées par élément. On a ça et on a aussi le pourcentage 2. Voilà. Après avoir mis vos, comment on appelle ça, les indicateurs qui sont là, vous mettez la virgule pour mettre les valeurs. Je mets EL et puis je mets élément. Bien. Erreur syntaxe sur le mot élément. C'est pas grave. Je vais prendre ça comme ça. Je suis à court de noms là. Je ne sais pas quel nom utiliser pour ma variable. Voilà, il met ici. Oh, j'ai inversé.
J'ai inversé. Il va prendre la valeur d'abord et puis maintenant la clé. OK. Pour aller plus explicitement, on met ici. Il va prendre d'abord. On va prendre ici clé. Et puis valeur élément. Voilà, comme ça c'est mieux. On prend ici la clé, et si ça correspond à la clé, et la valeur de l'élément, ça correspond à celui-ci. Ici, on va mettre d'abord la clé. La clé, c'est ici. Attention, ici, on va mettre la valeur, et ici, on va mettre la clé. Voilà. Donc, le premier élément qu'il va récupérer, ce sera la valeur, et le second élément, ce sera la clé. Donc, il va nous mettre ici la clé pour dire non, et puis la valeur pour dire as. Donc, je peux même mettre un petit formatage ici pour dire 2 points. Donc, chaîne construit va évaluer l'expression que nous avons mise ici. Arrivé à notre premier indicateur, le premier décorateur, il va venir chercher la valeur qui correspond à ce décorateur-là, qui est la clé. Cette clé aussi correspond, la variable clé correspond à la clé que nous avons utilisée dans le tableau associatif. Arrivé au décorateur 2, il vient chercher ici la variable valeur L qui correspond à la valeur de la clé en cours d'utilisation dans notre tableau. S'il vient, il trouve que la clé c'est non et la valeur de non ici c'est Diallo, il prend clé non et puis il met Diallo. Il trouve que la clé c'est as, il prend as, il met 26, ainsi de suite. Donc lorsqu'on exécute, voilà. On a non, Diallo, as, 26, taille, 1.65. Donc voilà aussi comment vous pouvez utiliser les tableaux associatifs. Mais attention, n'ayez pas de doublons dans votre tableau associatif. Quand on parle ici des doublons, c'est au niveau de, comment dirais-je, je mets ici encore non. Et puis, je spécifie ici que là maintenant, ce n'est plus un yellow, c'est un bas. Je lance ça et valide. Voilà. Vous voyez là, il y a un conflit. Il y a un conflit parce qu'il ne sait plus, ah, bon, cette personne-là, il est yellow ou bien il est bas. Il ne comprend plus. C'est là, comme vous savez, la programmation ici, elle est séquentielle. Elle a pris d'abord la première. Ça va prendre d'abord la première variable qui est Diallo, 26, tout et tout, mais au finish, il va venir ici, non égal aussi à bas. Au final, c'est cette valeur bas qui sera retenue. Donc, en faisant avec les tableaux associatifs, évitez les doublons. Là, c'est par défaut, il n'y a pas de doublon, mais si je dis ici avec doublon, par défaut, c'est sans doublon, mais si je précise ici pour dire avec, voilà, le décorateur avec doublon, cette fois-ci, attention, c'est pas comme ça avec doublon s'écrit. C'est un tableau associatif avec doublon, voilà, des chaînes. Et vous pouvez voir maintenant, là, nous avons les doublons. Il y a la clé non qui est répétée 2 fois. Mais là, il faut éviter ça parce que ça peut engendrer des conflits lors du traitement de données. Donc, le mieux, c'est d'utiliser les tableaux associatifs sans doublon. Là, vous pouvez préciser. Par défaut, déjà, c'est sans doublon, mais si vous voulez, vous pouvez le préciser aussi. Vous mettez sans doublon. Donc là, c'est la dernière valeur en cours qui sera utilisée. Vous avez vu, le précédent que nous avons testé prend toutes les deux valeurs. Mais si c'est sans doublon, il prend la dernière valeur utilisée. Voilà aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser, comment dirais-je, les, les tableaux associatifs. C'est des notions basiques très simples. Référez-vous de la documentation. Les explications sont claires et très précises. Il n'y a pas du tout de complications à se faire là. Ici encore, si vous avez quelque chose, par exemple, vous avez chaîne construit, vous ne savez pas à quoi ça sert et vous êtes en offline ou bien vous êtes en ligne, vous pouvez cliquer dedans, vous appuyez sur la touche F1
pour obtenir de l'aide sur cette fonction spécifique-là. Voyez là, chaîne construit. Et chaîne construit une scène de caractères en fonction d'une scène initiale et des paramètres. Donc, vous avez ici ces différents décorateurs. Vous allez avoir encore une explication de sa syntaxe et ainsi de suite. Référez-vous toujours à la documentation pour vous permettre d'avoir plus d'explications sur ce que vous faites, que ce soit avec le W langage, que ce soit avec autre technologie que vous utilisez. Référez-vous toujours à sa documentation pour avoir plus de détails. J'espère que c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons vu comment récupérer les valeurs dans une chaîne, les valeurs d'un champ graphique. Nous avons vu un peu les trucs truqués là, les variables, les types de données, ainsi de suite. Prochainement, je crois bien, on doit continuer sur quoi? On doit continuer sur, voilà, notre premier projet qui est la calculatrice. Je vais vous laisser ça comme exercice. Vous allez essayer de faire ça. Vous avez déjà Windows installé sur votre machine, non? Déjà, bon, les opérateurs, vous savez déjà. Les opérateurs, les différents opérateurs qu'on n'a pas encore fait. On devait faire encore quelques fonctions, mais bon, c'est juste chaîne construit et taille que nous avons utilisé. C'est pas grave. Les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, c'est la même chose comme les autres langages que vous avez vu, plus, moins, division, multiplication. Voilà, c'est très simple. Si je fais ici trace 55 plus 23, voilà. Il n'y a pas de magie. Quand je lance, il va me faire la somme de ces deux valeurs. Et si c'est des variables aussi, on va faire l'addition et puis prendre nombre 1, virgule, nombre 2 sont des entiers. Sont des entiers. Je vais prendre ici nombre 1 égale 78. Nombre 2 égale à 6. Donc, si on fait la somme de ces deux, on peut prendre une variable intermédiaire résultat. Résultat aussi est un entier qui est égal à quoi? Un nombre 1 plus nombre 2. Et je fais ça. Et puis accompagner ça d'un message pour dire, par exemple, nombre 1. On va afficher ici résultat. Je lance et je quitte. Voilà, il va me donner la somme de celui-ci. Donc les opérations, je sais que ça, ce ne serait pas un problème. Si c'est la soustraction aussi, il va faire la soustraction. Il donne le résultat. Si c'est la division, il fait aussi la division. 13. Donc voici les 4 opérateurs que vous allez implémenter. Donc là, il n'y a pas de complications. Si on vient ici dans le test, je peux faire un petit exemple. Comment vous pouvez récupérer le champ d'un libellé par exemple, ou bien je ne sais pas quoi, et prendre ici par exemple un libellé ou un bouton. Quand je viens là, je peux afficher par exemple 5, juste un exemple. Je nomme ça comme ça, juste 5. Voilà. J'aimerais quand je clique sur salut sur ce bouton, je vais prendre un autre bouton. Ce bouton-là, déjà, on l'a déjà utilisé. Je vais prendre ici, afficher. Il va me permettre d'afficher la valeur de mon libellé qui est là. Donc là, je vais venir ici, dans son code, au clic, je fais ici un petit info, c'est un libellé 5. Il va m'afficher la valeur du libellé directement. Et voilà, il me renvoie 5. Que ce soit n'importe quel autre champ, on a vu comment récupérer la valeur d'un champ. Donc, vous n'avez pas beaucoup à faire. Vous avez juste à récupérer. Si je vais récupérer ça dans une variable, je mets ici nombre est une chaîne par exemple.
égale à libellé 5 et puis j'affiche ici nombre. Voilà, il me renvoie toujours la valeur 5 qui est là. Donc là, vous ne devez pas avoir de difficultés pour afficher ça. Et si je vais maintenant afficher cette valeur dans mon champ de saisie, attribuer une valeur à un champ de saisie. Voilà, j'ai récupéré ça dans une variable et puis maintenant, je mets ici saisie nom est égal à nombre. Donc, quand je clique, directement, il va récupérer ce nombre-là et attribuer à mon champ de saisie qui est là. Dès que je clique, automatiquement, il met la valeur ici. Donc, voilà, je pense que c'est ce que vous devez, c'est tout ce que vous pouvez avoir besoin ici de truquer. Et si je vais maintenant aussi afficher, quand je clique sur ce bouton-là, j'attribue le nombre euh, qui est contenu dans mon champ de saisie. Bien, ici, je viens, je fais ça, je vais mettre libellé est égal à champ de saisie. Voilà, je fais ça, test. Voilà, il me renvoie directement la valeur. À chaque fois, je vais changer ici. Je mets par exemple non, non delta. Je clique. Automatiquement, il va changer la valeur de mon libellé. Donc, on a attribué la valeur d'un champ de saisie à un libellé et aussi nous avons fait l'inverse. On a attribué aussi la valeur d'un libellé à un champ de saisie, ainsi de suite. On a récupéré aussi la valeur d'un champ de saisie, d'un libellé. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas compliqués. Que ce soit aussi un bouton ou quoi, ça revient à la même chose. Vous pouvez récupérer leurs variables, leurs valeurs et puis les manipuler.